Bonjour, les amis de la connaissance psy. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui nous permet, ou non, d'avancer et de changer, avec la volonté nécessaire, et aussi de ce qui nous conduit inévitablement à avoir des hésitations, des régressions, des replis, alors même que nous avions pourtant commencé notre progression. En effet, on retrouve très souvent ces questions dans notre vie et sur Internet, en particulier cette idée du frein à l'action, de la fameuse procrastination. En termes simples, on pourrait dire où se trouve l'accélérateur en nous qui nous permettra d'avancer puissamment et où se trouve le frein que nous actionnons fréquemment, parfois à tort, parfois à raison. Pourquoi et comment pouvons-nous connaître ces moments d'intense poussée en avant, à la sortie d'une grande capacité de travail? Pourquoi et comment se fait-il que, même en plein élan, nous voilà parfois ralentis, dégoûtés, freinés? Bien entendu, au fur et à mesure de la progression de ma formation, les réponses à ces questions deviendront de plus en plus subtiles et complexes. Mais il faut dire aussi qu'à la base, tout ceci peut être perçu d'une façon assez simple. Et là, vous aurez reconnu ma manière de transmettre, partir de concepts simples et clairs qui donnent la structure, les illustrer, puis proposer des actions concrètes qui vous permettront chaque fois d'en faire éventuellement quelque chose dans votre propre vie, votre propre chemin. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur des schémas d'analyse transactionnelle, l'AT, comme on dit familièrement. Même si vous connaissez déjà l'AT, cela vous sera peut-être utile d'en voir certains aspects à travers ma présentation, et vous aurez du bénéfice à aller jusqu'au bout de la vidéo, car j'embraye ensuite sur des idées issues de la systémique. Donc, en AT, comme certains d'entre vous le savent déjà, nous trouvons le schéma suivant, qui indique les trois états du moi principaux, actifs et présents en nous-mêmes, le parent, l'adulte et l'enfant. Lorsque nous parlons des états du moi, la convention pour les différencier d'un parent adulte, d'un enfant réel, c'est de les orthographier avec une majuscule. Bon, je vous dis ça entre nous. En fait, nous sommes généralement plus ou moins dans un de ces états, mais intérieurement, nous ne le percevons pas ainsi. Par exemple, quand je dis « je », il est souvent intéressant de se demander quel est le « je » qui parle et qui dirige. Je parent, je adulte, je enfant. Chaque état du moi présente ses caractéristiques et son utilité. Le parent est porteur des normes, des valeurs, des limites, du cadre. Comme les vrais parents, il peut être ferme, mais bienveillant et soutenant. Ou il peut aussi être ferme et critique, dévalorisant, punisseur, peu enclin à donner du positif narcissisant. Le parent bienveillant et le parent critique se disputent le pouvoir à l'intérieur de l'état du moi parent. Le parent bienveillant peut vous prendre dans ses bras et vous consoler. Le parent critique peut vous taper sur les doigts quand vous êtes en dehors des normes qu'il estime utiles à votre vie. Entendez la petite voix qui vous dit intérieurement « Allez mon petit chou, c'est pas grave, je t'aime quand même » ou celle qui vous étrille « Ma parole, t'es encore en faute ou en erreur, c'est insupportable, tu dois changer, ou alors il faut que tu te rendes bien compte de ta faute. » Nous allons voir ce qui peut nous aider à nous réaliser dans l'état du moi parent. L'adulte, c'est l'ordinateur en nous, sans état d'âme. Il analyse les données objectivement et il en tire les conclusions. Voici ce qui est faisable, voici ce qui ne l'est pas, voici les compétences dont je dispose et voici celles qui me manquent. Tel un ordinateur qui collecte les faits et les données, il nous indique le point où nous en sommes et l'état de nos capacités du moment. C'est donc aussi un état du moi précieux. Mais comme il est coincé entre les états du moi parent et enfant, il peut parfois être plus ou moins envahi par l'un des deux. S'il est envahi par l'état du moi parent, il fera alors passer comme des données objectives ce qui est en fait fortement dépendant du filtre parental et de ses valeurs ou de ses normes. Nous prenons alors pour des faits objectifs ce qui relève plutôt de préjugés. Et il peut être contaminé aussi par l'état du moi enfant.
Dans ce cas-là, on pourrait dire qu'on prend nos désirs pour des réalités, que nos croyances sont prises pour des faits. Nous verrons plus tard que faire avec la réalité est un grand enjeu et que la psychanalyse a dit des choses fortes dans ce domaine. Enfin, l'état du moi enfant n'est pas sans rapport avec l'enfant que nous avons été dans notre développement personnel. Quoi qu'il en soit, il est la source de tout ce qui est vital et créatif en nous. Le désir spontané, c'est lui. Les sentiments, les émotions, les rêveries, les idées créatives ou farfelues, c'est lui. La joie, la tristesse, la peur sont généralement issus de cet état du moi. Mais aussi les blessures, les idées infantiles sur le monde, la douleur de se sentir trop petit pour faire telle ou telle démarche, pour se lancer dans tel ou tel choix important. Nous verrons comment cette source vitale peut à la fois nous porter avec enthousiasme et à la fois nous faire sentir trop petits pour. Voyons maintenant comment ça s'organise quand nous rentrons dans des projets enthousiasmants qui nous permettent de déployer une énergie de réalisation dont on ne se serait pas cru capable. En fait, c'est assez simple. C'est quand les trois états du moi sont alignés et à égalité. Donc, voici le schéma. Les trois sont d'accord pour tirer ensemble dans le même sens. Le parent est OK avec le projet que nous décidons de mener à bien. Ses normes et ses valeurs sont là et il est d'accord pour dire « il faut le faire ». C'est important pour moi, cela correspond à mes valeurs, c'est ce que je dois réaliser. Le parent parle en « il faut » et « je dois ». Et pour cela, je suis prêt à collaborer avec les idées créatives et joyeuses de l'enfant, même si parfois cela me paraîtra peut-être un peu trop farfelu ou émotionnel. Je vais lui donner le cadre nécessaire, tel jour à telle heure, dans le bureau ou dans l'endroit adéquat, durant telle durée, etc. L'enfant dit « Chouette, c'est super, qu'est-ce que ça m'excite ce projet, j'ai envie. Je frétille d'idées et d'énergie, je vais me lancer là-dedans avec l'enthousiasme qui me caractérise, peut-être même à corps perdu. » Et le parent se dit « Bon, il faudra que je veille à ce que ça reste suffisamment raisonnable. » Le cœur bat plus vite, la joie est là, ça pétille, ça shoote, et même ça empêche parfois de dormir. On sait que les enfants en plein jeu et en pleine excitation rechignent à dormir. Alors, nous voilà dans cet état stimulé, d'autant plus que les deux autres états du moi sont en accord avec lui. En effet, l'adulte a tout bien calculé, et il a donné son feu vert. « D'accord, dit-il, on a les compétences requises, vous pouvez y aller. » Ainsi, quand les trois états du moi sont alignés et tirent tous ensemble dans la même direction, alors on peut être sûr que notre avancée va être efficace et puissante. Par contre, si l'un des états du moi est trop présent, trop puissant, au détriment des deux autres, alors le projet va capoter à plus ou moins court terme. Voyons cela. En ce qui me concerne, j'ai une habitude qu'on ne trouve généralement pas, mais que je ressens comme très éclairante, celle de considérer les trois états du moi comme des ballons gonflables reliés les uns aux autres. Ainsi, quand l'un gonfle, c'est au détriment d'un des deux autres qui alors se dégonfle. Vous allez le voir dans les schémas. Premier exemple, le parent est très puissant. Il en découle beaucoup de conséquences. On ne se fait avancer qu'à coup de « il faut » et de « je dois ». On est sérieux, rigoureux, un peu obsessionnel, le cadre avant tout, on est corseté. Et on se sent peu vivant car les désirs, les sentiments, les rêveries, les sensations de l'enfant ont bien peu de place. On fait sa route sérieusement et avec beaucoup d'efforts. Nous verrons plus tard les conséquences pathologiques et relationnelles qui en découlent et la façon de traiter cela. Mais dans la perspective qui nous occupe, celle de mobiliser nos forces pour réaliser quelque chose qui nous importe, on peut dire que cette configuration-là est vouée à l'impasse. On se fera avancer un certain temps, à coup de « il faut » et de « je dois ». Mais l'enfant brimé et oublié finira par se rappeler durement à nous, soit sous forme de somatisation maladie, soit sous forme de burn-out.
Le parent est important, mais il manque le plaisir, la joie tripale, l'énergie du désir, et ça ne peut pas durer très longtemps. Deuxième exemple, l'enfant est très puissant, et les conséquences sont les suivantes. Beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Ouais, super, c'est trop chouette. Mais aussi des fluctuations émotionnelles mal contrôlées, puisque le parent est trop faible face à cet enfant débordant. Et surtout, ça part dans tous les sens. On fait 1000 choses à la fois, on papillonne avec le sourire aux lèvres, mais on n'a pas la rigueur, la ténacité, le cadre que donnerait le parent. Bof, à quoi bon, l'essentiel c'est la créativité. Et puis l'univers me répondra probablement de toute façon, etc. Là encore, nous verrons plus tard les conséquences pathologiques et relationnelles. Mais dans l'option choisie aujourd'hui, on verra surtout qu'après s'être démené dans tous les sens, l'enfant finalement lâchera brusquement et basculera dans le sentiment d'être impuissant dans un monde trop dur. Un petit coup de déprime s'en suivra. Troisième exemple, l'adulte est très puissant. C'est le manager au cœur froid. Rien à faire des sentiments, sensations, rêveries de l'enfant. Rien à faire des normes morales du parent. Ce qui compte, c'est ce que disent les chiffres. S'il fallait tenir compte du facteur humain, oh là là, on n'en finirait pas. Et quant aux règles morales ou même juridiques, si on peut les contourner, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. La personne est menée par une pensée qui ne veut tenir compte ni des affects ni des normes morales. Ce qui lui importe, c'est son but. Tant pis, dirait un chef de guerre de cet ordre, comme on a pu en connaître l'histoire. Tant pis, si cela doit faire des morts. Sans aller jusque-là, et dans l'hypothèse où vous vous lanceriez dans un projet avec ses modalités internes, bientôt vous vous sentiriez dans une sorte de désert affectif, de désert relationnel et d'un monde sans âme. Et vous finiriez par en avoir des conséquences pathologiques, par exemple issues de la solitude intérieure et relationnelle et d'une vision desséchée du monde. Bref, on peut conclure, en ce qui concerne cette question de la volonté, sur le fait que nous avons à respecter chacun de nos états du moi et à veiller à ce qu'ils restent équilibrés entre eux. Convenons cependant que c'est plus simple à dire qu'à faire et que nous devrons travailler sur les attitudes et les choix que cela suppose. D'ores et déjà, retenez un leitmotiv simple. Si je veux réaliser mon projet, je dois faire l'état des lieux intérieurs et me demander prioritairement et avant toute action, est-ce que je dois le faire? Est-ce qu'il me faut le faire? Est-ce que cela correspond à une des valeurs importantes pour moi? Listez donc vos valeurs et voyez celles que votre projet satisfait. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que ça me stimule, ça m'excite, me shoote, me plaît? Même si j'ai un peu peur. La peur et l'incertitude font partie de l'état enfant. Sentez vos réactions corporelles à l'idée de ce projet. Voyez vos images internes qui vous viennent à ce moment-là et si elles sont stimulantes. Est-ce que j'en ai les compétences? Et sur ce point, attention de ne pas être contaminé par les préjugés du parent ou les illusions de l'enfant. Au besoin, faites un point objectif avec quelqu'un d'autre, non impliqué dans votre histoire. Mettez les choses sur papier, mais n'évaluez pas les compétences qu'il faudrait acquérir encore, car cela risque bien de servir à vous décourager. En fait, le chemin se fait en marchant, dès lors qu'on sait marcher. Ensuite, pour aligner les trois, employez-vous à booster celui des trois états qui est un peu à la traîne. Pensez aux valeurs qui sont importantes pour vous s'il faut renforcer le parent. Listez tout ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà réalisé dans votre vie, même en dehors de l'idée de ce projet, s'il faut renforcer l'adulte. Mettez-vous un disque de danse primitive et dansez la joie que vous aurez à réaliser votre projet s'il faut renforcer l'enfant. Et ne vous contentez pas de faire cela une seule fois. Faites-le jusqu'à ce que les trois soient alignés et équilibrés. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment formuler exactement ce projet pour qu'il devienne véritablement réalisable.
Mais en attendant que votre accélérateur soit très stimulé, voyons aussi ce qu'il en est du frein. Car celui-ci existe aussi. Attention, très important. Si on ne veut pas tenir compte de lui, il nous rattrapera, à notre grande surprise et déception. Bien sûr, il y a de très nombreuses sources aux forces qui viennent nous freiner et qui viennent empêcher notre réalisation personnelle. La plupart sont d'origine problématique. Et ne pas le dénouer reviendrait à appuyer sur le frein tout en maintenant le pied sur l'accélérateur. Non seulement la voiture n'avancerait pas, mais elle se fatiguerait beaucoup en vibrant de toutes ses tôles du fait d'un moteur tournant à plein régime, sans que la voiture bouge, et donc en plein régime en toute inutilité. Il y a un vrai travail à faire, extrêmement intéressant pour se libérer de notre saboteur intérieur. Nous y reviendrons. Mais certaines forces de frein sont inévitables et saines, et il s'agit de les respecter et de faire avec. Voyons ce qu'il en est, en particulier en s'appuyant sur les travaux de la systémique et de l'école de Palo Alto. Il faut savoir que nous avons des systèmes internes d'homéostasie et que ceux-ci sont très utiles. Ainsi, lorsqu'il fait trop chaud et que notre température interne de 37 degrés risquerait d'augmenter, alors nous nous mettons à transpirer, afin que l'évaporation de cette sueur à la surface de notre peau amène un refroidissement. Et inversement, s'il fait trop froid, nous grelottons, et cette activité musculaire a pour but de provoquer une montée de chaleur. Bref, la température reste stable, et cette fonction homéostatique s'applique à de nombreux systèmes. Là où nous pourrons la voir en action, cette fonction homéostatique, c'est dans le domaine du changement. Comme vous le voyez sur les schémas, il y a un équilibre entre C, c'est-à-dire les forces de changement, et M, les forces de maintien. Si bien que lorsque nous poussons vers le changement, donc que les forces de changement augmentent, alors notre système interne va augmenter les forces de maintien, les forces de frein. J'ai perdu 5 kilos par une décision volontariste et ferme. Et mince alors, quelque temps après, je les ai tous repris. On pourrait comprendre avec ce schéma que notre progression n'est jamais linéaire. Après 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Drôle de façon de marcher, mais c'est la nôtre. Quand un enfant passe d'une étape à une autre, on sait bien que pendant un certain temps, il y aura des petites rechutes vers le stade antérieur. Il a arrêté de sucer son pouce, mais il le reprend parfois, etc. Si l'on admet que ces forces de frein sont inévitables et même saines, puisqu'elles participent à notre homéostasie et à notre équilibre, alors nous serons bien plus tolérants envers nous-mêmes, et accessoirement envers les autres, en ce qui concerne notre avancée progressive vers la réalisation de grands projets. Même lorsque les 3 états du moi sont équilibrés et alignés. Accepter que les choses se feront avec des progressions importantes et des moments de régression intense, c'est finalement une saine philosophie qui tient compte de la structure même de notre système homéostatique interne. Mais alors, et je finis là-dessus, nous voici face à une découverte contre-intuitive. Reprenons. Si le C du changement est fortement augmenté, alors assez rapidement, le M va lui-même se mettre à augmenter considérablement. Le pied sur le frein vient bientôt venir compenser le pied sur l'accélérateur. De ce fait, si vous êtes le coach tel qu'on le trouve parfois, qui va déployer de nombreuses stratégies pour pousser la personne à changer, à rentrer dans les changements, vous risquez d'avoir de sérieuses déconvenues. En effet, dès lors que l'un des 2 interlocuteurs se charge de plaider activement pour le changement, donc qu'il pousse au changement, qu'il occupe lui-même la partie espace de changement, que reste-t-il à l'autre? L'espace des forces de maintien. Le consultant ou le patient va donc alors se mettre à résister, et le coach va développer de nouvelles stratégies pour abaisser ses résistances et pousser son consultant au changement. Il va donc lutter contre les résistances. Et celles-ci vont augmenter, ou bien prendre d'autres formes plus larvées, plus secrètes, et parfois amener la rupture. Bref, rappelons-nous ce que disait Milton Erickson, ce grand maître du changement, ce psychiatre américain.
Quand il y a des résistances, cela tient au thérapeute lui-même. C'est vrai que cette idée est choquante, mais c'est justement la révolution initiée par le mouvement de Palo Alto qui a transformé la thérapie. Elle mérite donc d'être prise au sérieux. Reste par conséquent cette autre solution. Si après avoir envisagé d'abord le changement de façon à bien le faire visualiser, le coach ou le thérapeute plaide pour les forces de maintien, c'est-à-dire s'il freine, par exemple en disant quelque chose comme « n'allez pas trop vite » ou bien « contentez-vous d'une première toute petite action » ou bien « ça risque d'être difficile à réaliser », alors il occupe l'espace des forces de maintien et il laisse donc libre pour le consultant l'espace des forces de changement. Et la personne va se mettre paradoxalement à changer beaucoup plus que prévu. Le paradoxe est le suivant, c'est plutôt en freinant que je vais permettre à l'autre d'entamer son changement. Le positionnement respectueux des forces de frein est d'une efficacité redoutable, une fois qu'on sait le manier. Il reste à savoir comment vraiment l'utiliser, aussi bien en coaching, en thérapie, qu'avec votre mari, votre femme ou vos enfants. Mais sans détailler aujourd'hui ce point, je dirais donc ceci, pour vous. Soyez bienveillant envers vos forces de frein et vos moments de régression, sans pour autant céder sur votre désir général de progression. Concrètement, cela va se traduire ainsi. Parfois, accordez-vous un temps où vous ferez le contraire de ce qui est votre travail général vers la réalisation d'un projet important pour vous. Et ceci est valable dans tous les domaines, à condition que ce temps contraire soit délimité clairement. Exemple. Vous êtes très préoccupé par un membre de votre famille atteint d'une grave maladie. Vous y passez toutes vos forces. Ça vous occupe beaucoup, etc. Eh bien, parfois, lâchez-vous. Sortez pour une soirée de fête, sans plus y penser, sans plus penser à rien, et vous reviendrez plus fort ensuite. Je vais souvent expliquer l'intérêt du négatif, du contrepoint, de la réponse inattendue qui représente un virage à 180 degrés par rapport au choix raisonnable habituel. Mais pour aujourd'hui, après cette longue vidéo, vous êtes courageux d'avoir été jusqu'au bout. Vidéo consacrée à l'accélérateur et au frein. Je vous souhaite de vous reposer et d'avoir un bon parent interne dans les bras duquel vous allez vous réfugier pendant un moment. Mais oui, mon petit chou, tu es quelqu'un de bien et je t'aime. Au revoir, les amis de la connaissance psy. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, ils seront toujours les bienvenus, quels qu'ils soient.